Donc, on commence ce qu'on avait déjà commencé la séance dernière. Donc, la séance dernière, on a vu un peu le plan, on a parlé un peu de la monnaie, c'est quoi la monnaie, euh, comment peut-on définir la monnaie. On avait dit que la monnaie, euh, c'est un intermédiaire d'échange, c'est un signe, c'est un symbole de souveraineté. On a parlé du principe de l'exclusion et de la rivalité. On a dit aussi que la monnaie, elle est immédiate, donc elle est liquide, et elle est aussi indéterminée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. Alors, مسيو donc, oui, مسيو بالنسبه لنهار الحصه نهار الاثنين oui. السيونس ديغنيغ ديال نهار الاثنين بالنسبه للسيت هادو انت ما كانش تحط لي فيديو يكونوا شارجين اونجيستري وتحطهم شي سيت حيت هاد السيت كيلزم يتواحد وما كنتش حاضر ما دخلتش البارح بحكم انا كنت متخيله سي Donc, là, j'ai déjà posté le lien sur l'UNT de l'enregistrement, et ça se fait comme un autre lien d'abord le chat, de l'enregistrement de la séance dernière. عرفتو Donc, je le chat de l'enregistrement de la vidéo de la séance dernière. Il y a aussi le NT ou le support, la dernière fois, comme le NT. اه Donc, continue avec, donc coupez s'il vous plaît vos micros. Donc, continue avec l'historique de la monnaie. Alors, qu'est-ce qu'il peut me dire avant l'apparition de la monnaie, qu'est-ce qu'on avait avant? Donc, si quelqu'un veut réagir. Avant la monnaie, avant l'existence ou l'apparition de la monnaie, Le troc. Troc. donc avant Le le troc. troc, avant le troc, qu'est-ce qu'il avait tout au début, avant le troc? La monnaie marchandise. Monnaie Non, la Monnaie monnaie marchandise. marchandise, c'est après le troc. Monnaie marchandise. La monnaie marchandise, c'est après le troc. Métallique. La monnaie métallique, avant de parler de la monnaie, avant l'existence, avant l'apparition de la monnaie, qu'est-ce qu'il y avait? La production de ses propres biens. Très bien. On avait ce qu'on appelait la production de ses propres biens. Alors, c'est ce qu'on appelait l'économie de L'autoconsommation. l'autosubsistance. Subsistence economy. Donc, c'est une économie qui est choisie ou bien subie relativement ou totalement à l'égard des flux économiques. C'est une économie où règne essentiellement un concept qu'on appelle l'autoconsommation. Donc, l'autoconsommation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque individu, chaque agent économique va produire ses propres biens afin de les consommer. Donc, on ne va pas produire pour revendre ou bien pour échanger, mais on va produire pour consommer. C'est ce qu'on appelle l'autoconsommation. Donc, pendant cette époque-là, on était dans une économie d'autosubsistance. S'il vous plaît, coupez vos micros. J'entends de l'écho. Très bien. Donc, on a dit que la première étape, c'était une économie de subsistance, où les gens produisaient seulement les propres biens qu'ils devaient consommer. Donc, il n'y avait pas d'échange, il n'y avait pas d'achat, il n'y avait pas de vente. Ça marche? Pourquoi? Parce qu'on était dans des communautés avec des effectifs qui étaient très faibles. Très bien. Après, on est passé d'une économie de subsistance à une économie d'échange, où l'individu est amené à se spécialiser de plus en plus. Donc, qui dit échange dit spécialisation. Donc, les deux concepts, ils sont liés. Donc, c'est quoi la spécialisation? C'est quand un individu, au lieu de produire tous les biens dont il a besoin, comme c'était le cas de l'économie de subsistance, il va choisir de produire un seul bien pour lequel il fait un cadre à l'aide d'un avantage comparatif. Donc, cet individu, il va en effet produire une quantité abondante, c'est-à-dire une quantité qui est élevée de ce bien qu'il a choisi, et tous les agents économiques vont faire la même chose pour pouvoir effectuer les échanges. C'est-à-dire que
Anna, par exemple, je vais produire des bananes, je vais produire que des bananes avec une quantité abondante, une quantité qui est élevée. Il y a une autre personne qui va produire des tomates, il y a une autre personne qui va produire, je ne sais pas moi, des pommes, et après, on va commencer à échanger. Moi, j'ai un large stock de bananes, je vais commencer à échanger parce que j'ai beaucoup de bananes afin de pouvoir acquérir des tomates, par exemple, des pommes de terre, etc. Donc, tout ce dont j'ai besoin. Je vais l'échanger contre des bananes parce que je me suis spécialisé dans les bananes. Je produis une très grande quantité de bananes. Donc, maintenant, pour choisir quel est le bien que je vais produire, on a dit ici, un individu, au lieu de produire tout seul les biens dont il a besoin, il va choisir de produire un seul bien pour lequel il fait un cadre à l'aide d'un avantage comparatif. Qui peut me dire c'est quoi un avantage comparatif? Les critères de ses besoins. Les critères de ses besoins. Moi, je veux produire, par exemple, moi, je veux produire des bananes. Est-ce que le besoin, Bananes. est-ce que mon besoin sera un critère ici valide? Est-ce qu'il sera un critère important que je dois prendre en considération pour choisir quel est le bien que je vais produire? Monsieur, la quantité. Je n'ai pas bien entendu. La quantité. La quantité, oui, bah, en fait, je suis censé produire un produit avec une très grande quantité. Mais pourquoi je vais choisir un produit X et non pas un produit Y? Pourquoi je vais choisir, par exemple, les bananes et non pas les tomates? Car je le remercie. Lui demander. Alors, quand on parle ici de spécialisation, c'est-à-dire que chacun de nous, on est dans une petite communauté, chacun de nous est spécialisé dans la production d'un produit déterminé, par exemple. Pourquoi moi je vais produire les bananes, mon voisin il va produire les tomates, l'autre il va produire, je ne sais pas moi, des pommes de terre, un autre il va produire des orangers. Donc, Pour échanger. oui, mais ici on parle, c'est quoi l'avantage comparatif? Le concept d'avantage comparatif. C'est l'avantage comparatif qui nous permet de déterminer quel est le bien dans lequel on doit se spécialiser. La diversité, monsieur. La diversité pourrait changer, mais c'est quoi? Moi, je cherche la définition du concept de l'avantage comparatif. Qui peut m'expliquer c'est quoi? Alors, tout ce que vous avez dit, c'est juste, c'est correct. Mais moi, je cherche. Oui? Ça dépend du coût. Parce que... Voilà, ça dépend du coût. Donc, ça dépend du coût de production. Ça dépend de l'ensemble de mes dépenses. Ça dépend du coût de production de chaque produit pour chaque individu. C'est-à-dire, si je vais produire les bananes, quel est le coût de production des bananes? Si je vais me spécialiser, par exemple, dans les tomates, quel est le coût de spécialisation des tomates? Et chacun de nous... C'est la valeur de travail. Oui, c'est le coût de production, c'est la valeur du travail, etc. Donc, il y a un ensemble de coûts qu'il faut prendre en considération et il faut se comparer avec les autres. Donc, qui aura un prix ou là, un coût de production qui est plus avantageux que l'autre pour se spécialiser dans ce produit. Donc, ce qu'on va faire, on va voir une petite vidéo. Donc, est-ce que vous arrivez tous à voir? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. Donc, activez vos micros, s'il vous plaît. Qu'est-ce que l'avantage comparatif? Au XIXe siècle,
David Ricardo développe une théorie du commerce international expliquant comment accroître les richesses d'un État. Le postulat de départ de sa théorie est que le système économique de tous les pays doit permettre la libre circulation des biens et des services en supprimant les taxes douanières et tout ce qui peut entraver le commerce. On parle d'un système de libre-échange. Ensuite, chaque pays se spécialise dans la production du bien dans laquelle il est le plus productif, c'est-à-dire là où il dispose du meilleur rapport entre son temps de travail et sa quantité produite. Par exemple, au Portugal, une pièce de drap exige le travail annuel de 90 personnes. Et un tonneau de vin, le travail annuel de 80 personnes. En Angleterre, une pièce de drap exige le travail annuel de 100 personnes et un tonneau de vin, le travail annuel de 120 personnes. Le Portugal est donc plus productif dans les deux domaines. Il dispose d'un avantage absolu sur l'Angleterre. Cependant, son écart de productivité étant plus important dans le domaine du vin, puisqu'il faut 40 personnes en moins pour produire un tonneau de vin, c'est dans ce domaine qu'il doit se spécialiser. On dit qu'il bénéficie d'un avantage comparatif. Pour l'Angleterre, si sa productivité est inférieure à celle des autres pays, elle devra se spécialiser dans la production du bien dans laquelle elle est la moins mauvaise, en comparaison des autres pays, c'est-à-dire ici, dans la production de draps. En effet, c'est là que l'écart de productivité est le moins grand, puisqu'il faut 10 personnes de plus pour produire une pièce de drap. Elle bénéficie donc d'un avantage comparatif dans ce domaine. Si chaque pays se spécialise dans le domaine où il est le plus productif, comparativement aux autres pays, le marché mondial pourra bénéficier des biens aux prix les plus attractifs possibles. En effet, selon Ricardo, la valeur d'un bien dépend de la quantité de travail nécessaire à sa production. On parle de valeur travail. De ce fait, plus le nombre d'heures de travail pour produire le bien est faible, plus son coût de production est faible, et donc plus son prix est attractif. Pour Ricardo, c'est donc en spécialisant sa production dans ce qu'il sait le mieux faire et en participant au commerce international qu'un pays pourra accroître ses richesses. Très bien. Donc, tu peux m'expliquer en quoi consiste le principe des avantages comparatifs selon la vidéo que vous avez vue? Oui. Oui. Alors, qui peut interpréter la vidéo? Qui peut m'expliquer c'est quoi les avantages comparatifs selon la vidéo qu'on vient de voir? Monsieur, Oui. le résumé dans la vidéo ne comprend pas dans les notes de la vidéo. Dans la vidéo. Qui a pu comprendre la vidéo? Voilà, monsieur, c'est produire Oui, un j'ai bien pas avec compris. moins de facteurs de production par rapport à la personne Y, par exemple. Alors, très bien. Monsieur, chaque pays doit spécialise dans la production du bien dans laquelle elle est plus productive. Oui, chacun doit se spécialiser dans le bien où il est le plus productif. C'est-à-dire là où il y a plus de productivité, c'est le bien où chaque pays doit se spécialiser, où chaque individu doit se spécialiser. Voilà, c'est ça l'avantage comparatif, mais un peu beaucoup plus approfondi. Tu peux m'expliquer un peu plus ce qui a été expliqué dans la vidéo? Monsieur, le nombre de travailleurs doit être bas pour spécialiser. Oui, on doit avoir un coût de ce qu'on appelle la valeur de travail ou de la main-d'œuvre qui est faible. Pour avoir un coût de production qui est faible, et qui dit coût de production faible dit automatiquement un prix de vente qui est faible, donc on va être
compétitif, ce qui fait un avantage comparatif par rapport aux autres. Oui. Alors, dans la vidéo, donc, on l'a expliqué de manière assez rapide. On a fait la comparaison entre le Portugal et l'Angleterre, qui avait le taux de productivité le plus élevé. Est-ce l'Angleterre ou bien le Portugal? L'Angleterre. Angleterre. Portugal, monsieur. Donc, c'est le Portugal qui avait le taux de productivité le plus élevé. L'Angleterre. L'Angleterre. Non, c'est le Portugal. Je parle de je parle de productivité. Ça veut dire quoi la productivité? La productivité, ça veut dire la valeur de travail comparée avec les heures de travail, le coût de travail avec la quantité. Donc, valeur travail, coût, la main-d'œuvre, capital, etc., en comparaison avec la quantité produite. Donc, c'est cette relation-là qui va me donner la productivité. Attention, je ne parle pas de production, je parle de productivité. Donc, combien je peux produire, quelle est la quantité que je peux produire, avec quels moyens. Donc, les moyens, on va parler d'heures de travail, c'est le coût. Combien je vais gaspiller, combien il y aura de main-d'œuvre, valeur travail, capital, etc. Donc, c'est le coût. Donc, le coût comparé à la quantité, ça va me donner ce qu'on appelle la productivité. Je peux avoir, par exemple, deux individus. Le premier individu, il va me produire 100 bananes, par exemple, alors que le deuxième, il va me produire 200 bananes. La personne B va produire 200 bananes, alors que la personne A va produire 100 bananes. Donc, qui va produire la quantité la plus grande ici, A ou B? C'est B, parce que B va produire 200 biens. Mais est-ce que forcément B a le taux de productivité le plus élevé? Non. Non. Ça dépend du coût de production de chacun d'eux. Donc, qu'est-ce que je vais la faire? valeur de travail. Donc, je vais comparer la quantité produite par chacun des deux personnes, chacun des deux individus, c'est-à-dire la personne A et la personne B, avec le coût de production, avec la valeur travail, avec leur travail. Ici, Ricardo, il se base sur l'heure, combien d'heures la plage horaire consacrée pour fabriquer un produit. Et c'est ce qu'on a vu dans la vidéo. Donc, pour expliquer un peu mieux, dans la vidéo, on a parlé d'avantages absolus et d'avantages comparatifs. Alors, l'avantage absolu, c'est une théorie d'Adam Smith qui stipule que si un pays n'a d'avantage absolu pour aucun produit, c'est-à-dire qu'il n'est plus productif que les autres pays pour aucun bien, il n'aurait pas intérêt à se lancer dans la spécialisation d'un produit. Ça veut dire quoi? Un avantage absolu. Ça veut dire que deux pays qui se comparent, ils ont une... Ici, dans la vidéo, par exemple, je vais revenir pour la vidéo pour que vous puissiez comprendre mieux. Temps de travail et sa quantité produite. Par exemple, au Portugal, une pièce de drap exige le travail annuel de 90 personnes. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ici? En Portugal, une pièce de drap exige le travail de 90 personnes. Et un tonneau de vin, le travail annuel de 80 personnes. En Angleterre, une pièce de drap exige le travail annuel de 100 personnes. Donc voilà, ici, on compare la valeur travail pour les deux pays pour fabriquer une seule pièce de drap. Donc, le Portugal, il a besoin de 90 personnes, alors que l'Angleterre a besoin de 100. Donc, qui a la productivité ici la plus élevée? Portugal. Portugal. Donc, la Portugal, il a une productivité qui est beaucoup plus élevée. Très bien.
et un tonneau de vin, le travail annuel de 120 personnes. Alors, en ce qui concerne le vin, le Portugal, il a besoin de 80 personnes pour un tonneau de vin, alors que l'Angleterre a besoin de 120. Qui a la productivité ici la plus élevée? Portugal. Portugal, monsieur. Le Portugal. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que le Portugal a un avantage absolu par rapport à l'Angleterre. Pourquoi elle a un avantage absolu? Parce que ce soit dans les produits et les draps, ou bien dans le vin, le Portugal est toujours plus productif que l'Angleterre. Donc ici, ça va nous permettre de choisir quel est le bien dans lequel on va se spécialiser. Mais le problème ici, alors ce que nous dit Adam Smith, il nous dit que dans ce cas, si un pays n'a d'avantage absolu pour aucun produit, c'est-à-dire qu'il n'est productif que les autres pays pour aucun bien, il n'aurait pas intérêt à se lancer dans la spécialisation d'un produit en particulier. Adam Smith, dans notre exemple, elle parle de quel pays? L'Angleterre. Angleterre. Voilà, il parle de l'Angleterre, parce que l'Angleterre, elle a une productivité qui est faible par rapport au Portugal dans les deux produits. Donc, Chine, le vin, le Portugal est plus productif. Chine, les draps, le Portugal est plus productif. Donc, si on suit la théorie des avantages absolus de Adam Smith, normalement, l'Angleterre, il n'aurait pas intérêt à se lancer dans la spécialisation d'un produit en particulier parce qu'elle n'est pas plus productive que les autres pays. Très bien. Alors que David Ricardo, dans la théorie des avantages comparatifs, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que même si l'Angleterre n'est pas productive par rapport au Portugal dans ces deux produits, elle doit choisir à se spécialiser dans le produit où elle est le plus productif. On va revenir à la vidéo. Personnes. Le Portugal est donc plus productif dans les deux domaines. Il dispose d'un avantage absolu sur l'Angleterre. Très bien. Donc, jusqu'ici, on a compris. Donc, l'Angleterre dispose d'un avantage absolu sur l'Angleterre. Cependant, son écart de productivité étant plus important dans le domaine du vin, puisqu'il faut 40 personnes en moins pour produire un tonneau de vin, c'est dans ce domaine qu'il doit se spécialiser. On dit qu'il bénéficie d'un avantage comparatif. Pour l'Angleterre, si sa productivité est inférieure à celle des autres pays, elle devra se spécialiser dans la production du bien dans laquelle elle est la moins mauvaise, en comparaison des autres pays, c'est-à-dire ici, dans la production de draps. Est-ce que vous avez compris? Oui. Oui, monsieur. Oui. Pour se spécialiser. Oui, monsieur. Alors, si les deux pays, l'Angleterre et le Portugal, vont se spécialiser, qu'est-ce qu'ils vont faire? Monsieur, l'Angleterre va se spécialiser dans les draps et le Portugal dans le vin. Pourquoi? Parce que l'Angleterre, dans les draps, elle est moins mauvaise. Très bien. Alors. Monsieur, oui. dans nos vidéos كتقارن la production يعني اللي عندها la production كبيرة يعني هي الدولة كبيرة في la production. Là, d'abord, je parle moi de productivité. Je ne parle pas de production. La productivité, c'est la relation entre la quantité produite et le coût de production. L'INAX, mais la valeur de travail. Donc, la quantité produite de laquelle on est en train de parler, elle est de combien? C'est une pièce de drap de lit. Donc, la quantité, c'est une pièce. Donc, pour produire une pièce, il nous faut, en Portugal, 90 personnes, alors qu'en Angleterre, il nous faut 100 personnes.
Donc, c'est la quantité qui est de 1 sur 90 ou la 1 sur 100. Le vin, on a un tonneau de vin. Il y a la quantité. Donc, on compare un tonneau de vin. Au Portugal, il nous faut 80 personnes, alors que en Angleterre, il nous faut 120 personnes. Donc, automatiquement, on dit que le Portugal, les deux produits, c'est-à-dire pièces de drap et tonneau de vin, est là une productivité qui est plus élevée. Ça ne veut pas dire qu'il produit une plus grande quantité. Là, on parle ici de la même quantité. Donc, on compare la productivité. Le Portugal est le plus productif dans le vin et le plus productif dans les draps de lit. Sauf que, donc vu qu'il est productif dans les deux, on appelle ça un avantage absolu, selon la théorie des avantages absolus. L'Angleterre a un avantage absolu par rapport à l'Angleterre dans les deux produits qui sont le vin et les draps. Alors, David Ricardo, qu'est-ce qu'il nous dit la théorie des avantages comparatifs? Que même si le Portugal, c'est un pays qui a un avantage compétitif et qui a un taux de productivité qui est beaucoup plus élevé, alors les deux pays doivent se mettre d'accord et se spécialiser. Chacun d'eux doit se spécialiser dans un produit. Donc, l'Angleterre, elle va choisir de se spécialiser dans la production des vins. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a une très grande différence. Portugal. Donc, c'est le Portugal qui doit se spécialiser dans la production du vin. Pourquoi? Parce qu'il y a une très grande différence en termes de productivité entre les deux pays. Ici, en Angleterre, on a 1 sur 80, alors qu'aussi en Portugal, on a 1 sur 80, alors qu'en Angleterre, on a 1 sur 120. Donc, il y a un écart de 40 en termes de valeur de travail, en termes de coût. C'est-à-dire que le Portugal présente un coût qui est inférieur de 40, d'une valeur de 40 par rapport à l'Angleterre. Alors qu'ici, c'est à peu près la même chose. Donc, pour l'Angleterre, si elle veut se spécialiser, elle va se spécialiser dans les draps de lit parce que c'est le produit où elle a moins mauvais de productivité. Donc, où il a moins de coûts et où le coût est à peu près la même chose que les concurrents. Donc, voilà, c'est l'écart le moins mauvais. Ça marche? Et c'est ça la différence entre la théorie des avantages absolus et la théorie des avantages comparatifs. Dans la théorie des avantages absolus, on va dire que le Portugal doit produire les deux produits et l'Angleterre doit consommer. C'est tout. Alors que dans la théorie des avantages comparatifs, on va dire que non, le Portugal va se spécialiser dans le vin et l'Angleterre va se spécialiser dans les draps de lit. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui, monsieur. Très bien. Donc, on revient à notre cours. Donc, les avantages comparatifs est une théorie économique classique du commerce international développée par l'économiste britannique David Ricardo. Alors, cette théorie stipule que si un pays se spécialise dans la production pour laquelle sa productivité est la plus forte par comparaison avec ses partenaires, il accroît sa richesse nationale. On dit que cette production détient un avantage comparatif. Donc, ce pays-là ou cet individu-là, il détient un avantage comparatif. En corollaire, il devra acheter les biens qu'il ne produit plus. Donc, il va se spécialiser dans le produit où il a un avantage comparatif, c'est-à-dire une productivité moins élevée ou la moins mauvaise par rapport aux autres individus, et il devra acheter les autres produits en échange du produit qu'il a choisi de produire. Jusqu'ici, c'est clair. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc qu'est-ce qu'on a dit au début? Par quoi on a commencé avant la monnaie? L'autoconsommation. Donc, on a commencé avec l'autoconsommation, ce qu'on appelait l'économie d'autosubsistance. Très bien. Donc, après cela, on est passé à se spécialiser. On a commencé à se spécialiser. Donc, chacun de nous
chacun des individus va se spécialiser dans un produit déterminé et qu'il va produire ce produit avec une quantité qui est abondante, avec une quantité qui est élevée, à condition de l'échanger avec les autres individus contre d'autres produits. Donc, on est passé d'une économie de subsistance à une économie d'échange. On a commencé à se spécialiser et à changer. Alors, c'est ce qu'on appelle le troc. Donc, la première phase, c'était l'économie de subsistance. La deuxième phase, c'était l'économie d'échange où régnait le système de troc. Alors, le troc, on l'a déjà expliqué la dernière fois, c'est une opération d'échange sous forme de flux physique contre flux physique. C'est-à-dire, je vous donne des pommes, vous me donnez des bananes. Je vous donne des pommes de terre, vous me donnez des oranges. Je vous donne des chameaux, vous me donnez des vaches. Donc, c'est des flux physiques contre flux physiques. Donc, c'est un bien ou une marchandise contre une marchandise. Donc, il n'y avait pas de flux monétaire. Donc, c'est ce qu'on appelait ici une économie d'échange naturel. Donc, on est passé d'une économie d'autosubsistance, il y a l'économie d'autoconsommation, on produisait nos propres produits, les produits qu'on allait consommer, à une économie d'échange naturel. On a commencé à changer les produits entre nous. C'est ce qu'on appelait le troc. Alors, le troc, il a permis la réalisation des transactions dans de meilleures conditions pendant longtemps. Mais globalement, le rôle du troc a commencé à baisser. Alors, pourquoi le troc a été abandonné? On a parlé la dernière fois de quelques inefficacités du système de troc. Alors, le troc a été abandonné d'abord parce que les besoins de l'homme deviennent de plus en plus nombreux. Donc, moi, je me suis spécialisé, par exemple, dans les bananes. Mais j'ai besoin de la viande, j'ai besoin des légumes, j'ai besoin des fruits, j'ai besoin des vêtements. Donc, j'ai besoin de plein de biens. Et c'est difficile pour moi d'échanger tous ces biens dont j'ai besoin contre les bananes que je produis. Deuxièmement, le nombre des produits devient de plus en plus élevé. Donc, dans le marché, il y a beaucoup de produits. Donc, moi, j'ai bananes, je dois chercher les gens qui ont les biens dont j'ai besoin et qui acceptent les bananes en contrepartie. Troisièmement, le nombre des membres de chaque communauté s'élève. Alors, généralement, quand on parlait de troc, on parlait des tribus. Quand le qabila, donc, le qabila ou une tribu, c'est une communauté avec un effectif qui est très faible. Donc, chacun de nous peut se spécialiser dans un produit et on échangeait entre nous. Pourquoi? Parce qu'on se connaissait. Alors que quand les membres ou l'effectif de la communauté est devenu beaucoup plus élevé, beaucoup plus important, donc là, le système de troc ou le système d'échange, il est devenu un peu difficile. Alors, parmi les principales limites du système de troc, on a d'abord l'équivalent de la valeur d'échange. On ne peut pas échanger un chameau contre de la tomate parce que les deux biens n'ont pas approximativement la même valeur de change. Donc, qui dit équivalence des valeurs de change dit divisibilité de biens. Supposons que je me suis spécialisé dans les tomates, dans un système de troc, et j'ai besoin de la viande. Je vais aller voir quelqu'un qui fait l'élevage, qui s'est spécialisé dans l'élevage des chameaux. Je vais échanger avec lui. Je lui donne par exemple une caisse de tomates. Une caisse de tomates, ça contient 25 kilos de tomates. Donc, contre les 25 kilos de tomates, est-ce qu'il va couper la tête du chameau et me la donner? Est-ce qu'il va me donner les pieds du chameau? Qu'est-ce qu'il va me donner au juste? Et si il égorge ce chameau, s'il veut me donner une partie, il va perdre la valeur de son chameau. Donc, c'est ce qu'on appelle l'équivalent de la valeur d'échange. C'est la divisibilité du bien. Par exemple, les tomates, je peux échanger contre quelqu'un, par exemple, qui fait les bananes. Angoulé, je te donne 3 kilos de tomates, tu me donnes 2 kilos de bananes.
Donc, c'est très bien. Donc, là, il y a ce qu'on appelle une divisibilité du bien. Donc, le bien, il peut être divisible et on peut échanger en des quantités déterminées, selon notre choix. Mais parce qu'il y a un petit par exemple, qui s'est spécialisé dans l'élevage des vaches. Et moi, je produis, par exemple, des bananes. Je ne vais pas lui donner des bananes, par exemple, 5 kilos de bananes, et lui dire, tu vas me donner 5 kilos de la viande de vache. Donc, lui, la quantité pour lui, l'unité, c'est une vache entière. Donc, il ne peut pas découper ou diviser la vache pour avoir en contrepartie des tomates ou là, des bananes. Est-ce que c'est clair ici? Oui, monsieur. Oui. Donc, on passe à la deuxième limite, qui est la complémentarité d'intention. La complémentarité d'intention entre les co-échangistes, c'est-à-dire les gens ou les individus qui font de l'échange dans un système de troc et qui signifie la réciprocité des biens échangés. Alors, exemple, en imaginant qu'on a 3 biens, les pommes, bananes et kiwis. Et on a 2 agents économiques, Amine et Yasmine. Alors, la complémentarité d'intention entre Amine et Yasmine, c'est-à-dire qu'ils vont se mettre d'accord. Amine, il va produire des pommes et en produisant ces pommes, il accepte de les céder contre les bananes. Alors que Yasmine, parallèlement, elle va produire des bananes et elle va accepter de les céder contre les pommes. C'est-à-dire que Amine produit les pommes et Yasmine produit les bananes. Après, à la fin de la production, Amine va donner les pommes à Yasmine, il va récupérer les bananes. Yasmine va donner les bananes à Amine, il va récupérer en contrepartie des pommes. Alors, supposons que, à la fin de la production, Yasmine dit à Amine, écoute, je te donne les bananes, mais je veux en contrepartie du kiwi. Je ne veux pas des pommes. Donc là, Amine, il n'a pas de kiwi. Qu'est-ce qu'il va dire? Il n'y aura pas de transaction. Donc Yasmine doit chercher quelqu'un d'autre. Donc là, il y a un problème de complémentarité de l'intention. On a parlé la dernière fois de ce qu'on appelait la double coïncidence du besoin. Donc il y a la complémentarité d'intention ou la double coïncidence du besoin, c'est-à-dire que je produis un bien dont tu as besoin et tu produis un bien dont j'ai besoin. Il ne pourra pas y avoir de transaction entre nous deux. Donc, les deux éléments, donc, l'équivalent de la valeur d'échange, c'est-à-dire la divisibilité du bien et la complémentarité d'intention, ou là, ce qu'on appelait aussi la dernière fois, la double coïncidence du besoin, ces deux éléments qui ont fait que les gens ont commencé à réfléchir à abandonner le système de troc. Donc, bien évidemment, un agent économique est doté d'un comportement rationnel, donc il cherche toujours à minimiser le coût et augmenter le profit. Donc, on a vécu l'émergence d'un nouveau système d'échange. Le nouveau système d'échange, c'est le système monétaire, où il y aura l'introduction de la monnaie dans l'économie. Et depuis, au début, on a parlé d'une économie de subsistance ou d'auto-subsistance. Et il y a l'économie d'autoconsommation. Les gens ont commencé à se spécialiser avec le cadre des avantages comparatifs qu'on a expliqué. Donc, on est passé à une économie d'échange naturel. Il y a le système de troc. Après, vu le comportement rationnel des individus et vu la complexité et les inefficacités du système de troc, on est passé à une économie d'échange monétaire. C'est-à-dire, on va introduire la monnaie comme un moyen, comme un intermédiaire d'échange. Alors, la première forme de monnaie que l'humanité avait utilisée, c'est ce qu'on appelait la monnaie marchandise. On en a parlé la dernière fois. C'est le fait de choisir une marchandise parmi beaucoup d'autres. Alors, les caractéristiques que doit avoir de la monnaie marchandise. D'abord, la marchandise doit être abondante, c'est-à-dire elle doit être disponible. Une marchandise qui n'est pas disponible, donc abondante.
Le bien ne doit pas être rare. Mais très rare. C'est une rareté qu'on appelle relative. Et il doit être abondant, mais pas rare. Donc, une certaine rareté qui est relative. Le bien doit être conservable et non périssable. Par exemple, je ne peux pas, par exemple, dire que la monnaie marchandise, c'est les tomates. Pourquoi? Parce qu'il se gâte facilement. Voilà, parce qu'il est facilement périssable. Donc, on a besoin ici d'un bien qui est durable. Comme pomme de terre. Non. Voilà, donc, parce que c'est non périssable. Même les pommes de terre, ils sont périssables. Les pommes de terre, ils ont une endurance beaucoup plus élevée que les tomates, par exemple. Mais Oui. ils sont aussi périssables au bout d'un certain moment. Très bien, donc on doit toujours opter vers un bien qui est durable et qui est disponible et non pas très, très rare. Et donc, une quatrième caractéristique, le bien doit avoir une certaine valeur culturelle dans la société. C'est-à-dire que la communauté doit accepter ce bien. On en a parlé la dernière fois, on a parlé de confiance. La confiance de la communauté dans ce bien. Donc, c'est la communauté monétaire, c'est les agents économiques qui doivent accepter ce bien comme monnaie. Alors, normalement, dans plusieurs pays, on avait utilisé plusieurs formes de monnaie marchandise. Donc, on avait utilisé le sel, on avait utilisé les grains de thé, on avait utilisé le sucre, des coquillages, et c'est après qu'on est passé à ce qu'on appelait la monnaie métallique. La monnaie métallique, c'est là on est passé à produire à fabriquer ou bien à frapper de la monnaie. Alors, donc, par exemple, au Maroc, pendant une bonne période, on utilisait le sucre comme monnaie. On utilisait le sucre comme monnaie marchandise dans les échanges. Donc, alors la valeur culturelle de la marchandise, à un moment donné, les Chinois, ils ont utilisé les grains de thé comme monnaie. Pourquoi? Parce que la Chine, c'est un pays qui est producteur de grains de thé. Donc, pour eux, ça fait partie de leur culture. Donc, les Chinois ont confiance en ces grains de thé. Donc, ils les ont utilisés comme monnaie marchandise. Un deuxième exemple en Afrique, le sel, à un moment donné de l'histoire, était considéré non seulement comme simple marchandise, mais également une marchandise qui fait l'identité de certaines communautés. Donc, on l'avait utilisé comme monnaie. Donc, en bref, l'histoire nous a dit que les communautés avaient utilisé le coquillage aussi comme monnaie, le sel, le sucre, le thé, et surtout les métaux précieux qui vont être officiellement utilisés comme monnaie parce qu'ils ne se déprécient pas. Et c'est là, on va parler de durabilité. C'est un bien qui n'est pas dépréciable. Quand on parle de tomates, c'est un bien qui peut être dépréciable. Alors, quand on parle de coquillage, par exemple, peut-être de sel, le produit brut, par exemple, c'est un produit, une marchandise qui n'est pas périssable. Alors, avant de prendre sa forme actuelle, la monnaie métallique était d'abord une monnaie pesée. Après, on est passé de la monnaie pesée à une monnaie comptée. Et après, on est passé à ce qu'on appelait une monnaie frappée. Alors, la monnaie pesée dans les échanges, qu'est-ce qu'on faisait? On devait mesurer le poids d'un métal qui faisait l'intermédiaire d'échange avant la conclusion de n'importe quelle transaction. Parce que la valeur d'un bien dépend du poids du métal et non pas du nombre de pièces de ce métal. Donc, dans n'importe quelle transaction commerciale, donc les deux individus qui vont échanger, qu'est-ce qu'ils vont faire?
si je veux acheter par exemple des bananes et je vais voir le monsieur qui vend des bananes, je vais lui donner de la monnaie. Donc, à l'époque de la monnaie pesée, le monsieur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la monnaie, il va la peser. Parce que c'est le poids du métal qui va déterminer la valeur de la monnaie que j'ai. Après cette étape-là, on est passé à ce qu'on appelait la monnaie comptée. Alors, on parle de la monnaie comptée lorsqu'on commence premièrement à fractionner le métal en sous-ensemble, en faisant des cercles, des carrés pour avoir des pièces. Donc, la monnaie comptée, c'est quand on a une monnaie qui est fractionnée, qui est découpée en plusieurs morceaux. Bien sûr, ces morceaux, ils sont égaux, ils ont à peu près la même forme. Et qu'est-ce qu'on fait? Je vais commencer à compter. Donc, quand je vais aller acheter, par exemple, des tomates dans le marché, je vais présenter de la monnaie, qu'on appelait de la monnaie comptée à l'époque. Le monsieur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va compter les différentes pièces que je lui donnais, les morceaux de monnaie que je vais lui donner. Donc, et après cela, on est passé à la troisième phase, à la troisième étape, où on a commencé à frapper la monnaie. Et c'est là, ce qu'on appelle Darska. On a commencé à frapper la monnaie. En arabe, on dit Saknoko. Donc, frapper la monnaie consiste à indiquer la valeur de chaque pièce. La monnaie frappée va faire naître un système monétaire qui désigne l'ensemble des règles qui régissent la fabrication et la circulation de la monnaie. Alors, donc, on est passé par une monnaie pesée, c'est-à-dire on avait des morceaux de métal, d'argent, d'or qu'on devait peser pour savoir quelle est la valeur de cette monnaie. Après, on est passé à une monnaie comptée, c'est-à-dire on a des pièces, on va compter combien de pièces vous avez. Et après, on a passé à la monnaie frappée, c'est-à-dire que chaque pièce a une valeur différente. Avant, dans la monnaie comptée, on avait plusieurs pièces, mais toutes les pièces avaient la même valeur. Elles avaient la même valeur monétaire. Alors, quand on est passé à la monnaie frappée, chaque pièce a une valeur différente. Donc, si je vous donne un dirham, c'est une pièce, et on a une pièce de 5 dirhams, on a une pièce de 10 dirhams, on a une pièce de 2 dirhams, par exemple. Voilà, donc c'est tous des pièces qui ont la même forme, à peu près le même poids, mais qui ont une valeur monétaire différente. Donc, le surplus ou la caractéristique de la monnaie frappée. Alors qu'avant, on ne faisait que peser, et après, quand on s'est développé, on ne faisait que compter, et c'est après qu'on a commencé à frapper de l'argent. Alors, le problème qu'on avait dans la monnaie métallique. Donc, cette monnaie métallique a rencontré plusieurs problèmes. Parmi les problèmes qu'a rencontré la monnaie métallique au cours de l'histoire, c'est le fait que parfois les pays, ils frappaient la monnaie avec de l'argent et avec de l'or, donc avec différents métaux précieux. Alors, ce qui se passait, et ce phénomène a été introduit par un économiste arabe qu'on appelait Al-Maqrizi, mais qui a été ensuite formalisé par Thomas Gresham, qui nous dit que la mauvaise monnaie chasse la bonne monnaie. Alors, en quoi consiste la théorie de Al-Maqrizi ou bien de Thomas Gresham? Alors, on suppose par exemple, si on est dans une communauté où circulent à la fois deux monnaies. Donc, on a deux pièces. Une pièce fabriquée ou la produite ou la frappée en or et une autre en argent. Donc, on a dit que les pièces, chaque pièce a une valeur monétaire selon la frappe. Qu'il y a un dirham, qu'il y a deux dirhams, qu'il y a 10 dirhams. Mais ce qui se passait à l'époque, c'est que, dans le cas, par exemple, un dirham, elle est en or, alors que 10 dirhams, elle est en argent. Dans le cas, 5 dirhams, elle est en métal. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? Donc, dans une communauté où il y a deux pièces, deux monnaies, par exemple, on va dire l'or et l'argent,
l'or et l'argent, et que les agents économiques valorisent une monnaie par rapport à l'autre, ils n'auront naturellement tendance à effectuer leurs dépenses, leurs transactions, qu'avec la mauvaise monnaie et cacher la bonne. Donc, qu'est-ce que vous avez compris de la mauvaise monnaie chasse la bonne, de cet exemple-là? Est-ce que quelqu'un a pu saisir cet exemple? Monsieur, Oui. quand est-ce qu'on a la monnaie de l'or, on peut pas acheter des biens pour consommer par la monnaie d'or en d'or. Donc, on va conserver la monnaie en d'or et on va cacher la monnaie en d'or et on va utiliser l'autre monnaie pour acheter des biens de consommation. Oui, très bien. Donc ce qu'on nous dit le Maqrizi, ce qu'on nous dit Gresham, c'est dans une économie, il faut toujours produire la monnaie avec le même métal. C'est-à-dire, je ne dois pas produire des pièces avec de l'or et des pièces avec de l'argent. Donc, le problème qu'avait soulevé le Maqrizi et Thomas Gresham, c'est que quand il y avait deux pièces de monnaie qui étaient produites, une, elle était produite avec de l'or, frappée avec de l'or, et l'autre frappée avec de l'argent. Donc, la valeur monétaire, ça peut être la même valeur monétaire, mais la valeur intrinsèque, on a parlé la dernière fois de la valeur intrinsèque. Est-ce que la valeur intrinsèque est la même? Non, monsieur. Pratiquement, la valeur intrinsèque de l'or, elle est beaucoup plus élevée que la valeur intrinsèque de l'argent. Donc, quel est le phénomène qu'a observé Gresham et Maqrizi dans la communauté? Ils ont observé que les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils cachaient avec l'argent en or, la monnaie en or, ils la cachaient chez eux et ils faisaient du commerce avec l'argent en argent. Pourquoi? Parce que l'or, il a beaucoup plus de valeur intrinsèque que l'argent. Donc, automatiquement, on peut utiliser avec la monnaie en or qu'on a, non pas en tant que monnaie, mais on va utiliser en tant que valeur intrinsèque. Et donc, les échanges qui étaient effectués dans une communauté où il y avait de la monnaie en or et de la monnaie en argent, les échanges ont été effectués seulement par la monnaie en argent. Même si l'État, il frappait et distribuait de l'argent et de l'or. On constatait qu'après un certain moment, la monnaie frappée en argent, la monnaie frappée en or, pardon, disparaissait du marché. Pourquoi? Parce que les gens, ils cachaient de l'or, ils faisaient du commerce avec de l'argent. Parce que l'or, il a beaucoup plus de valeur intrinsèque que l'argent. Et automatiquement, Gresham, qu'est-ce qu'il nous a dit? Lorsque dans un pays circule deux monnaies, dont l'une est considérée par le public comme bonne et l'autre comme mauvaise, la mauvaise monnaie chasse la bonne. Donc, si par exemple, je veux acheter des bananes et j'ai des pièces de monnaie, j'ai des pièces de monnaie en argent et j'ai des pièces de monnaie en or. Est-ce que je vais acheter les bananes contre des pièces de monnaie en or? Non, monsieur. Qu'est-ce que je vais faire? Non. Je vais stocker avec les pièces d'or parce qu'ils ont une valeur intrinsèque plus élevée que la valeur monétaire et je vais faire du commerce avec de la monnaie frappée en argent. Donc, qui est la mauvaise monnaie ici? C'est la monnaie frappée en argent. Donc, c'est pour ça que Gresham a dit la mauvaise monnaie, c'est-à-dire la monnaie en argent, chasse la bonne monnaie, qui est la monnaie en or. C'est la monnaie qui a plus de valeur intrinsèque. Donc, est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. Donc, on va arrêter ici. Donc, vous allez